Bon, on fait ça sérieux. Du coup, on en a pas mal parlé pendant ce mastermind. Moi, je suis persuadé que ici, beaucoup de gens, et j'en ai fait partie, cherchent absolument à trouver des techniques compliquées alors qu'ils ont tout à portée de main. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais, comment j'adapte la stratégie du marketing d'intention dans mes business. Alors donc, bon, vous le savez, moi je m'appelle Gérald. Mon boulot dans la vie, c'est de prendre des participations dans des boîtes et les aider à se développer. Donc c'est un boulot qui occupe pas mal dans des industries qui peuvent être vraiment différentes les unes des autres. Et donc j'ai une obligation vis-à-vis de cette activité-là, c'est d'être ultra efficient. Donc j'ai pas le luxe en fait d'apprendre, de passer trop de temps sur les projets. Du coup, aujourd'hui, donc, je vais vous expliquer comment on applique la loi de Pareto dans tous les business dans lesquels on rentre avec mon équipe. Mais avant ça, j'ai un petit disclaimer, parce que c'est pas tout rose. C'est pas sans conséquence d'appliquer le Pareto à son business. Premier point, c'est que déjà, les stratégies, elles sont pas du tout sexy. Ça fait pas rêver. C'est pas des trucs très compliqués, ça fait pas théorème de Pythagore, tout ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, vu que c'est pas sexy, on en entend très peu parler sur YouTube. Et je pense que c'est pour ça qu'on a oublié de rester simple, c'est parce qu'on ne nous matraque pas assez la tête là-dessus. Ensuite, il y a un truc aussi, c'est que c'est clairement, une fois qu'on a compris ça, c'est clairement un avantage concurrentiel qui n'est pas négligeable. On atomise la niche et on se fait détester par les concurrents. De temps en temps, on devient copain avec des concurrents, mais ça, c'est très rare, c'est pas la norme. Et ensuite, après, on arrive à automatiser son business et on en a beaucoup parlé. On crée des muses, en fait. On crée des muses et c'est ultra important. Le danger aussi là-dessus, je ne l'ai pas rajouté, mais ça m'est venu entre le moment où j'ai écrit la presse et aujourd'hui. Clairement, on peut vite aussi être tenté de lancer énormément de choses. Hier, on parlait du business d'Amine. On disait, pars sur l'intention, achète des business sur l'étagère. Potentiellement, tu n'es pas obligé de rester sur un business de webinaire. Tu peux lancer un truc pour apprendre à attendre la pelouse. Et ça peut potentiellement mieux fonctionner que ce que tu fais aujourd'hui. Donc du coup, j'ai une méthodologie qui est assez simple, hyper facile à répliquer. Est-ce que ça intéresse quelqu'un de savoir ou pas trop? Yes. Ok. Bon. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ou pas? Du coup, je vais vous expliquer un petit peu mon quotidien avant de vous expliquer tout ça. Moi, je passe beaucoup de temps à auditer des business avant de pouvoir rentrer dedans. Et très souvent, le schéma que je rencontre, c'est un truc comme ça. C'est de la pub sur Facebook Ads qui envoie vers une page d'opt-in pour un lead magnet avec une séquence d'email, avec du retargeting. Ensuite, on part sur un webinaire, on fait un système de rappel pour rappeler aux gens qui sont inscrits à un webinaire. Ensuite, il y a une conférence de 2-3 heures. À ce moment-là, il y a un call to action pour appeler un closer. Entre le temps, il faut qu'on rappelle aux gens qui sont inscrits à un rendez-vous avec le closer, on leur fait une séquence. On prend le call et enfin, on peut espérer acheter le produit. Et ça, c'est vraiment, dans énormément de business que je rencontre, je vois ce truc-là. Donc, je ne sais pas si vous avez ce genre de système-là, mais je crois que ça ressemble à pas mal de monde ici. Du coup, moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des typologies de business, des industries qui vous font rêver en dehors des vôtres? Est-ce qu'il y a des business qui vous font kiffer? Genre quoi? Ok, ça j'aime bien aussi, moi. Ok, pourquoi? Pour quelle raison? Ok, donc c'est financier et comptable essentiellement. Ok, d'accord. L'audit de code sur la blockchain, c'est un truc qui dit bonjour, tu lâches un code. Mais c'est ton business? Non, l'audit de code. Ah ok, d'accord. Ok. Bon, moi j'ai un truc qui est pas trop sexy, mais qui me fait vraiment rêver comme business. C'est les dépanneurs en serrurerie. Parce qu'en fait, à aucun moment, vous claquez la porte un dimanche soir, veille de jour férié, vous êtes à Paname, vous êtes comme un con, posé sur votre paillasson, à aucun moment, vous vous sentez arnaqué quand vous payez 800 balles le mec qui vient avec un scanner ou une radio ouvrir la porte. Vous êtes hyper content de lui lâcher 800 balles. Et donc ça, moi, c'est le genre de business, quand je tombe sur un business qui ressemble plus ou moins à ça, ça marche aussi avec les plombiers qui viennent déboucher des chiottes. C'est pareil. Et du coup, pourquoi on accepte de payer aussi cher? C'est assez basique. C'est parce qu'on en a réellement besoin. C'est ultra basique, mais en fait, on ne le met pas en place. Donc du coup, moi, j'ai transposé le truc. Imaginez qu'il faille attendre le webinaire pour pouvoir se faire débloquer la porte.
Moi, je trouve ça absurde. Donc, du coup, par rapport à ce truc-là, ces autres stratégies, moi, je les ai exclues. Donc, la méthode, vous l'avez compris, moi, j'investis que dans des business où l'intention d'achat, elle est poussée par le consommateur et où l'offre est supérieure à la demande. Avec cette méthode, on inverse la relation de force avec le prospect. On n'essaie pas de le closer, c'est lui qui essaie d'acheter. Je crois qu'on a entendu parler tout à l'heure. On inverse et c'est ultra important. La clé, elle est vraiment là. Donc du coup, avec le marketing d'intention, l'idée, elle est qu'on va pouvoir réduire nos besoins de trésorerie, tunnel plus court, donc forcément, on encaisse plus tôt. On va enfin pouvoir calculer un vrai ROI, parce qu'on parle tous de nos CPA, etc., mais je suis persuadé que sur des stratégies très complexes, où il y a beaucoup de variables, on oublie des bouts. Et donc, la marge qu'on estime être juste, elle est très certainement fausse. Donc, moins on met de variables, plus c'est facile à calculer. Ensuite, quand quelqu'un veut vraiment quelque chose, on l'a vu tout à l'heure avec le serrurier, il est prêt à le payer plus cher. C'est assez basique, mais ça aussi, pareil, on a tendance à l'oublier. Ensuite, on va avoir enfin le droit d'être mauvais en copywriting. Il n'y a aucun problème d'être nul en marketing et avoir un super business sur du marketing intentionniste. Et on va pouvoir enfin parler des caractéristiques, ce qu'on s'interdit un peu de faire quand on écrit du copy en mode classique. Je crois que je saute un truc. On va pouvoir, et ça on n'en a pas trop parlé cette fois-ci, mais on avait beaucoup parlé la dernière fois, on va pouvoir dépersonnaliser le business. Ça c'est hyper important. On en a parlé hier avec Amine. Si on vend quelque chose qui intéresse quelqu'un, il s'en fout de savoir à qui il achète, potentiellement. Et c'est le meilleur setup qu'on puisse avoir, l'intentionnisme sur le CPF. Là aussi pareil, on en a parlé hier. Pourquoi? Parce qu'en fait, le CPF est réglementé. On doit avoir des questionnaires de positionnement. Et le questionnaire de positionnement, si on ne prend pas un call au départ, clairement, ça ne fonctionne pas. Du coup, Golden Nuggets, 2 stratégies que moi j'utilise tout le temps. C'est la stratégie du front running. Ça me permet de me développer dans des niches qui sont saturées. Par exemple, développer un business en dropshipping, je vais acheter le mot-clé « formez-vous à Shopify ». Ou alors, je vais squatter un nom. Yomi Denzel, que des gros influenceurs. Lucas Biver, Alex Fernandez. Du coup, il y a des contraintes liées à cette activité-là. Je crois que ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, je le fais là. C'est qu'on doit vendre quelque chose d'utile et de recherché. Et ça, en fait, c'est pas très Cialdini, c'est très très factuel. Et la seule question qu'il faut qu'on se pose, c'est savoir si ce qu'on vend sert vraiment à quelqu'un et est vraiment recherché. Du coup, ce qui est pas mal là-dedans, c'est que Google et d'autres outils nous donnent toutes les informations gratuitement. La concurrence, le coût au clic, les volumes de recherche, la saisonnalité de sa niche. Et je vais détailler un peu ce qu'on voit dans la concurrence. Il y a des graphiques où clairement on voit où on se positionne par rapport à la concurrence. Sur les volumes, donc il y a la taille de notre business et sa hauteur. Donc c'est vraiment ultra transparent comme business. C'est vraiment prédictible. D'où le fait de pouvoir s'ennuyer au bout d'un certain moment. Au niveau de la mise en place, par rapport au schéma de tout à l'heure, voilà à peu près le schéma que moi je mets en place. Une page de capture, un CRM, de l'acquisition sur Google Ads. Alors pas que Google Ads, moi j'utilise Bing aussi de temps en temps, sur une faible partie, mais par contre ça convertit bien. Et ensuite le closing. Le closing, il arrive très tôt. Comme on dépersonnalise le business, on est quand même obligé d'amener de la confiance. On amène le closer, on amène de l'humain le plus tôt possible dans les touchpoints marketing. L'humain est très important, il faut l'amener très tôt. Du coup, moi je pars toujours, j'ai un template 0 pour une page de capture, je l'écris de cette façon-là. Proposition de valeur. Donc clairement, je vais très certainement reprendre ce que la personne a tapé dans Google pour me retrouver. Le format de mon produit, est-ce que c'est un coaching, un accompagnement, est-ce que c'est du e-commerce, est-ce que c'est voilà, le format, clairement, ce que je vais avoir. Listing des douleurs et des espoirs de mon prospect. Donc ça, c'est juste pour recadrer un petit peu mon avatar. Et ensuite, j'explique comment le produit va aider, qui je suis pour pouvoir l'aider, témoignage FAQ. Et bien entendu, des call to action partout pour amener du call. Ensuite, j'ai un template 0 aussi, un V0 sur la campagne Google Ads. Si par exemple, là j'ai pris une de mes niches, j'ai 80% de mes mots-clés au départ qui sont ultra intentionnistes. Par exemple, se former avec WordPress sur le CPF, en expression exacte, logiquement, vu que c'est exactement ce que je vends, et que j'essaie d'amener de la confiance, il y a une très faible proportion de gens qui ne vont pas apply en fait.
on a un gros taux de transformation si on est très intentionniste sur le mot-clé. Okay, et ensuite, je vais avoir des mots-clés, le reste de mes mots-clés, les 20% qui suivent, sont en fait des mots-clés moins intentionnistes, mais qui vont me permettre en fait de découvrir, parce que je ne sais pas exactement, peut-être qu'il y a des mots-clés que je ne maîtrise pas vraiment. Il y a tout un travail de connaissance de l'avatar, et on peut le faire en achetant de la data. On n'est pas obligé de le réfléchir, on n'est pas obligé de faire des grands brainstorming. Par exemple, faire un site internet gratuitement. C'est à peu près la même chose. Formation WordPress au CPF, faire un site internet gratuitement, mais par contre, il n'y a pas le même niveau d'intention derrière, c'est pas le même niveau d'intention. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ces notions-là? C'est très basique, hein, et c'est pas sexy, je vous l'ai déjà dit. Du coup, moi je pense que j'ai chambré tout le monde cette semaine sur les webinaires. Je pense que ça ne se remplace pas, c'est hyper important. Les webinaires vont vous permettre en fait d'éduquer des gens, d'éveiller des gens. Ça ne remplace pas votre système actuel, ça le complète, et c'est ultra important. C'est hyper Pareto, toujours pareil. Là-dessus, vraiment, vous êtes tous assis sur votre propre mine d'or. Aujourd'hui, rien ne m'empêche à moi, mec random, d'acheter votre nom de domaine et de me positionner votre nom de personne physique, pour tous ceux qui sont en personal branding, le nom de votre marque, etc. Je peux acheter 100% de nos noms à nous, de nos raisons sociales, de tout ce que l'on veut, sauf, on peut le faire mais c'est un petit peu réglementé, les marques de Google. Donc ça serait vraiment dommage pour Alec Henry que je me positionne sur le mot-clé Alec Henry, par exemple. Parce que je peux raconter ce que je veux, je peux sinon copier un produit et le vendre à sa place, je peux faire énormément de choses. Donc au moins, protégez-vous, il n'y a pas besoin d'être un excellent média buyer pour faire ça. Protégez-vous en achetant au moins vos noms et au moins la compétence que vous donnez. Devenir mandateur immobilier, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de recherche. Et ce serait juste dommage que ce faible taux de recherche, ces faibles volumes de recherche, soient drivés sur un autre business. Quand on dit acheter ça, ça veut dire que Ouais, tu vas acheter le mot-clé. Tu vas payer, tout à l'heure David nous parlait de l'enchère. En fait, là, c'est le même principe. Au lieu d'acheter des profils de personnes, tu vas acheter des mots-clés. Tu vas acheter des expressions. quand tu achètes un mot-clé, il y a des personnes qui peuvent encore acheter. Ouais, mais si tu ne l'achètes pas, il y aura toujours quelqu'un qui pourra l'acheter. Si tu veux, tu es responsable d'acheter ton mot-clé. Tu as un droit de réponse là-dessus. C'est toi, par exemple, tu dois acheter le nom de tes concurrents. Tu dois le faire. Et les noms de concurrents, ils remplacent la page. Ouais, pourquoi pas? Tu dois le faire, tu dois te protéger. Ou alors au moins, tout dépend, tu mets ton éthique où tu veux. Moi, ça, je le fais de moins en moins. Je le fais sur les business physiques. Salle de sport, resto. Ça, c'est hyper courant d'acheter le nom des concurrents. Mais si toi, en même temps, tu ne veux pas le faire parce que tu n'as pas envie, c'est un petit milieu, etc., tu n'achètes pas ça, mais au moins tu achètes la compétence. Apprendre le mind mapping. Si toi, tu n'achètes pas ce mot-clé, qui est plus légitime au monde, il y en a un, et toi, tu es le deuxième, vu que tu es champion du monde, qui est plus légitime pour réellement acheter ce mot-clé? Voilà. Et si tu ne le fais pas, tu peux avoir des mecs random qui vont l'acheter à ta place. Okay. Du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Yes. C'est pas le sujet. Tape mon nom, j'achète mon nom, donc du coup tu devrais retrouver ma page. Quand tu dis acheter, en fait, c'est spend. Ouais, c'est exactement ça. C'est une enchère. Ok, d'accord. Admettons, d'accord, tu achètes, mais s'il y a un concurrent qui veut acheter, il sera aussi positionné, il sera juste en dessous. Quoi. Exactement, mais si tu l'achètes pas, il sera tout seul. Et en fait, faut pas oublier un truc, faut pas oublier d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, sur quasiment toutes les régies, on achète au CPM, on achète pour 1000 impressions. Le modèle de calcul de Google, c'est pas ça, c'est le CPC. Du moins pour Google Search. Hein. Quand je dis Google Ads, c'est Google Search, le display, etc. Ça n'a rien à voir. On vient se positionner quand les gens recherchent. On paye au CPC, le coût par clic. C'est-à-dire, pas de clic, pas de coût. Donc si on est un mec avec très peu d'influence, on ne va rien payer. Parce qu'il n'y a personne qui va chercher notre nom, il n'y a personne qui va cliquer. Mais par contre, on se protège. Et donc, c'est quand même hyper important. J'ai des questions qu'on me pose souvent que j'avais notées en mode FAQ. Si vous voulez, je les fais passer et on peut échanger dessus. Et si vous avez d'autres questions, vous m'interrompez, c'est avec plaisir. Du coup, est-ce que c'est légal d'acheter le nom de mes concurrents? C'est 100% légal du moment qu'on ne fait pas de dénigrement. Bien entendu, quand on achète le nom de ses concurrents et qu'on reçoit un mail de cette personne-là, on explique qu'on a acheté le mot-clé en large et que Google a détecté que lui était positionné sur le… On ne l'a pas acheté en exact, bien entendu. On l'a acheté, c'est tombé un petit peu par hasard, juste pour ne pas avoir des discussions trop compliquées. Yes. Non, c'est de la communication. Yes, Amine. Amine, tu… Non? Ceux qui font de l'application de leur produit, la première chose à faire, c'est que ce soit OK de positionner sur ces
exactement. intermédiaire ou d'affilié qui vide sur le nombre de produits qu'on a fait de recherche. Exactement. Sinon, ils vont se faire des commandeurs et après ils vont payer ça pour. Je transpose ça à un business que j'ai vraiment fait au départ. J'allais choper de l'affiliation. Admettons, je dis n'importe quoi, sur Interflora pour les frais de port gratos. Et j'achetais un bon de réduction Interflora. Du coup, la personne arrivait sur la page, j'avais pas de bon de réduction. Elle repartait sur Interflora, finir sa commande, et elle avait un cookie, et du coup, je prenais l'affiliation. Donc, vous voyez, vous pouvez pousser le truc jusqu'au bout. Donc, si vous avez un bon de réduction, c'est encore mieux. Mais sinon, en fait, si vous avez une très mauvaise relation avec vos affiliés, vous pouvez faire un truc comme ça. C'est pas très loyal, mais c'est possible. Du coup, est-ce qu'on vend directement le produit? Je crois qu'on en a entendu parler au début, le premier jour. Ouais, le niveau de température du prospect est au plus haut. On n'attend pas qu'il se refroidisse pour lui proposer quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, on ne part pas sur le tripwire, on part sur le gros produit à ce moment-là. Le serrurier, il ne va pas juste nous vendre, ok, il y va plein faire. Yes. Mais en fait, dans le marketing intentionniste, il faut que la personne ait déjà, par rapport à son besoin, un niveau de conscience assez élevé qu'à l'inverse. Par exemple, tu prends nous, où on a des accompagnements, où on aide les gens à se prendre une situation actuelle à situation désirée. Il faut pouvoir travailler sur les esprits. Tu es dans ce qu'on appelle du nurturing. En fait, tu les éduques, tu les pouponnes. En fait, toi, tu vas les éduquer au fait qu'en fait, ils doivent gagner leur liberté en se lançant sur le dropshipping pour devenir indépendant et aller boire un cocktail. Donc, ok, tu fais tout le travail. Et moi, j'arrive et je lui vends juste une formation pour Shopify. C'est ça le front-running. Tu vois, c'est exactement ça. Au bout d'un moment, il va forcément se documenter. Quand toi, je vais commencer à te parler de ça, si ça t'intéresse, admettons que ça t'intéresse. Demain, tu vas commencer à te documenter. Tu vas commencer à te documenter et au final, derrière, tu vas dire, OK, je veux une formation Google Ads. Et le mec qui a fait du marketing intentionniste sur se former à Google Ads, tu vas aller le chercher. Alors qu'au départ, le sujet, c'était juste d'être plus efficient dans sa stratégie de marketing. Tu vois l'idée? Ça répond à ta question ou pas? Ouais, okay. Tu vois, ça demande vraiment de pouvoir creuser, c'est une philosophie en fait. Mais c'est vachement plus simple que de ne pas le faire en fait. Ce que tu fais est plus compliqué que ça, je te promets. Ça demande vraiment à se poser, à bien creuser la philosophie, à l'intégrer. Tu as tous les outils en plus gratuitement à ta disposition. Et d'ailleurs, moi je ne suis pas l'expert, on a les médias buyers ici qui peuvent… D'ailleurs, si les experts Google veulent, que ce soit David, Arthur, Victor, si vous voulez intervenir sur la technique, c'est avec plaisir. Partout en fait où les gens vont rechercher. En fait, tu peux faire du intentionnisme sur le bon coin. On vend du matériel de CrossFit sur le bon coin. Voilà, tu peux le faire partout. Tu fais de l'intentionnisme sur Amazon. Pub Amazon, c'est purement intentionniste. Tu achètes le mot-clé. Il y a une régie publicitaire chez Amazon. Là, je parle de Google parce que c'est ce qui s'adapte le plus à nos business, à nous. Mais là-dessus, c'est tellement basique en fait. Et Google Shopping, par exemple, j'en ai pas parlé là, parce qu'il y a très peu de e-commerçants. Mais par contre, c'est une tuerie. C'est vraiment une dinguerie. Est-ce que je dois afficher mes tarifs sur la landing page? Carrément. Surtout que, avec le marketing intentionniste, il y a une difficulté. C'est que très souvent, mon prospect, quand il a ouvert ma page, il a ouvert 2 autres onglets à côté, avec ma concurrence. Donc du coup, il faut être sexy. Du coup, voilà. Quel positionnement de prix je dois appliquer? Moi, je vends mon gros produit en intentionniste. Le coût au prospect est plus cher, mais le taux de transfo est meilleur. Donc du coup, le CPA est à peu près ISO. On va payer notre CPL, notre coût par lead, je dis n'importe quoi, 50 balles, alors qu'on va le payer 10 balles sur Facebook, mais on va transformer 5 fois plus de l'autre côté. Donc au final, ça revient au même. Combien coûte une vente? C'est vraiment variable. Il y a ce fameux calcul. Ce coût par vente, il est beaucoup plus facile à calculer qu'après une stratégie de webinaire, admettons, où tu as une fenêtre de conversion de 1 semaine. C'est très, très, très compliqué. Est-ce que je dois avoir une stratégie de closing? Je le conseille vraiment. C'est hyper important de mettre l'humain, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, ça, c'est un sujet on en a pas mal parlé avec Hamza. Le Calendly, moi, au final, je me rends compte que ce n'est pas hyper efficient. C'est vachement bien de pouvoir appeler le plus tôt possible. Donc, du coup, le Calendly, je trouve que c'est pas là où on fait le moins de no-show. D'ailleurs, j'en parle, on évite ça. Et combien de temps entre le opt-in et le call, parce que là, il y a vraiment un enjeu.
le plus tôt possible. Là-dessus, il faut vraiment, toujours pareil, on ne laisse pas refroidir. Tant que c'est chaud, on close de suite. Yes. Tu connectes l'email avant son appel ou pas? Alors, moi, je ne connecte plus le prénom. L'email, j'essaie de le prendre parce que du coup, j'essaie de faire pour limiter le no-show, justement, je démarre une séquence après. Mais ça ne se fait pas au début. Hein. Le no-show, ça va être à peu près… Le no-show, donc c'est la personne me demande que je la rappelle et ça ne fonctionne pas. Notamment, je regarde Andy, sur le CrossFit, nous, on a cette stratégie-là. Le no-show, c'est plus de 50% des leads. Tu testes le click to call du coup? Pas encore, mais je l'ai appris hier, ça sera en place lundi, je pense. Parce que, en partant de ce constat, qui est un constat de toute façon évident, que la personne, à partir du moment où elle est dans la démarche intentionniste d'acheter ce potentiel produit, si tu lui donnes la possibilité directe de Exactement, en 30 secondes, on est d'accord, c'est potentiellement redoutable. C'est clair et net. Moi, ça va être… j'ai jamais mis en place parce que j'ai jamais eu l'occasion vraiment de le faire, Okay. mais ça va être suggéré demain en réunion et ça sera implémenté dans la semaine, c'est sûr. Okay. C'est quoi l'outil que Le callpage.io. Après, il faut avoir, en fait, pour que ça soit opérationnel, il faut quand même avoir les équipes commerciales. Parce que si tu amènes potentiellement beaucoup de trafic, comment ça fonctionne? Ouais, tu vas être sous l'eau. Vous êtes rappelé en moins de 28 secondes, il met son numéro de téléphone, il y a tous les closers qui sont appelés, c'est le premier qui répond. Donc si tu as un closer et deux personnes qui appellent en même temps, c'est mort. Donc ça veut dire qu'il faut quand même un minimum, faut être staffé au niveau de l'équipe sales, sinon ça va être compliqué. Ça, c'est le cheval de bataille un peu de Robin. Les pages de remerciement, c'est des pages de marketing. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je donne l'exemple de la formation WordPress, mais j'ai aussi la même chose sur les formations en égo, les formations marchand de biens. Page de capture, formulaire d'opt-in, page de remerciement. L'erreur, ça serait de dire « Merci, on vous rappelle dès que possible, bisous ». Grosse connerie. Ce qu'on fait là, c'est vidéo, en mode « Merci, on va vous rappeler le plus vite possible ». Par contre, nos places elles sont limitées. Donc du coup, je vais quand même vous montrer votre démarche pour vous inscrire tout seul. Et donc là-dessus, nous, stratégie CPF, voilà. Donc du coup, voilà, tu cliques ici, tu fais ça, le lien, il est juste en dessous et ça se fait simplement. Petite vidéo. En plus, on n'est pas obligé d'avoir un champion du monde de la vidéo. Moi, je l'ai fait faire à mon closer qui n'est pas du tout à l'aise en vidéo. Et au final, c'est pas grave parce que tu ne fais pas énormément de prospects. T'en fais, mais c'est pas une créative. C'est sur la page de remerciement. Et si juste, tu arrives à choper les mecs ultra chauds de suite, tu fais 20% de tes ventes comme ça. Quel pourcentage de vente tu transformes? 20%. 20%, ouais. Rien à faire. Exactement. On l'a mis en place, Hamza? Non, on leur demande de faire un compte prospect. Ouais, okay. Ça, ouais, vraiment, vraiment pas mal. Et de manière générale, les stratégies CPF, je fais juste un aparté, où il n'y a pas de closer, moi j'estime à 40% de perte entre l'opt-in et le… Donc c'est 20%, ça t'aide à 20% et si tu ne le fais pas, tu perds 40%. Et du coup, les outils à la disposition, je pense que David, tu peux peut-être nous aiguiller aussi là-dessus, mais moi les miens, c'est l'outil de suggestion de mots-clés de Google Ads, SEMrush. Google Trends, c'est pas mal pour comprendre ce qui se passe de manière macro, au moins sur la saisonnalité. C'est assez bateau, mais ça fonctionne. SEMrush, Google Trends et l'outil de planification de mots-clés de Google Ads. Pour moi, c'est mes trois basiques et après, il y a des trucs plus pointus. Vas-y, Victor. Ouais, à partir de combien de volume de recherche sur les mots-clés tu t'intéresses à un business? Alors, c'est un vrai sujet. Il y a tout va dépendre du niveau d'intention qu'il y a derrière le mot-clé. Ça peut être très, très, très faible et justement, volume de recherche faible, du coup, concurrence très souvent faible. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans la majorité des cas, c'est ça. Mais du coup, ça peut être très intentionniste. Si c'est vraiment si les gens qui cherchent veulent vraiment l'acheter, c'est ultra important. Et donc là-dessus, j'essaie juste de voir le gap entre la concurrence et le volume de recherche. Mais potentiellement, s'il n'y a pas de gros volume de recherche, ça va juste être plus chiant pour faire la campagne parce que j'aurai besoin de beaucoup plus de mots-clés pour avoir quelque chose de pertinent. Ok. Et au niveau du CPC, tu t'en fous? Tout va dépendre du potentiel après économique de la niche, quoi. En fait, je remarque que ça soit pour les formations de marchand de biens qu'on a à 3005 ou les formations à 1005 sur le CPF WordPress, les deux sont CPF d'ailleurs, on a à 10 balles près, on a le même coût client. Je ne sais pas l'expliquer, mais je le remarque comme ça en tout cas. Et du coup, pour commencer, pour moi, priorité, c'est déjà dans la semaine, là, vous créez un compte sur Google. Vous allez checker s'il y a des gens qui se positionnent et combien coûte le… Enfin déjà, vous allez taper ce que vous vendez sur Google.
donc me former par exemple à devenir mandataire. Je crée un compte Google Ads, je fais outils ou paramètres, je ne sais plus, outils de planification de mots-clés. Je tape mon nom, ça va me donner ce que les gens cherchent vraiment. Donc déjà, ça va pouvoir adapter mon discours. Là, pour le coup, c'est un vrai travail d'avatar. Hein. Je reprends le champ sémantique de mon avatar. Et ça me donne de la data sur combien me coûte une visite sur mon site. Si on estime qu'un clic égale une visite, bon, c'est pas tout à fait vrai, mais voilà. Et au moins, je fais l'effort, je mets une carte bleue, je mets 3 balles par jour et j'achète au moins mon nom et prénom quand je suis en personal branding. Au moins ça. Et bien sûr, entendu, tout le champ sémantique, arnaque, enfoiré, remboursement, etc. Ça, bien entendu, il faut l'acheter. Yes. Je partage plus un retour d'expérience qu'une question, même si j'ai pas la maîtrise parce que c'est notre bras droit et Amine qui gère surtout cette partie-là. Mais Alecorri Arnaque, nous on l'a acheté et on a mis, par exemple, ça peut être une idée à mettre en place si vous êtes en personal branding, on a mis la page /avis et du coup ils cherchent si je suis un arnaqueur ou pas, directement avis, boum, ils cliquent, ils ont des dizaines de vidéos de témoignages avec résultats et ensuite sur la même page on leur fait réserver un appel pour les closer. J'ai acheté le nom de domaine mefairembourser.fr et j'achète toutes mes marques, tous mes descripteurs. Descripteurs, c'est ce qu'on voit sur le relevé de compte. Et en gros, ça me coûte rien. Ça va me coûter 150 balles par mois. Mais par contre, j'évite un taux de plainte énorme. Et j'ai joué le schizophrène jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un service qui permet en fait de faire de la médiation pour le remboursement. Et j'ai fait une équipe de SAV dédiée qui ne connaît pas la première équipe de SAV. La première est à Madagascar, la deuxième elle est en Tunisie. Ils ne se connaissent pas, ils ne savent même pas qu'au final, je suis derrière les deux trucs. Donc vous pouvez avoir une position sur un mot-clé par personne physique. Il y a moyen de hacker un peu ça en mettant les boîtes de vos potes, les machins, les trucs. Vous mettez votre carte bleue partout, ça ne change rien. Là-dessus, normalement, ça ne remonte pas. Et créer des faux sites qui parlent de vous, c'est ultra smart aussi. Ce n'est pas du tout la priorité. Mais par contre, soit sur une page avis, soit sur un site de confiance, c'est pas mal.